La Russie échoue constamment dans sa stratégie. Vladimir Poutine n'a aucune idée de ce qu'il fait. Cela fait 4 ans que l'on dit que la guerre dure. Et pourtant, il continue à la gagner. Ce n'est que maintenant, c'est-à-dire d'un côté, que les messages des soutiens les plus fervents de la Fédération de Russie commencent à apparaître. Eh bien, même des personnes qui soutiennent sincèrement la Fédération de Russie, mais qui sont déjà absolument désespérées de voir cette guerre d'usure. La vérité, c'est que ça n'avance ni en avant ni en arrière, ou du moins, c'est ce qu'il semble. D'autre part, il y a ces soi-disant soutiens qui viennent seulement semer la pagaille. Il faut souligner qu'en réalité, ce n'est pas tant ce qui a été accompli. Donc, en toile de fond, il y a la véritable question des attaques énergétiques que la Fédération de Russie mène en ce moment, qu'elle a commencé à mener de façon aussi historique et massive seulement à la 4e année de l'opération militaire spéciale. Et cela a des raisons très importantes, bien au-delà du simple fait de protéger la population civile d'Ukraine, ce qui est certes très important, mais ce n'est de loin pas la seule raison. Alors, je suis correspondante de guerre dans le Donbass, analyste en géopolitique, et je suis ici pour expliquer une question que je souhaitais clarifier depuis très longtemps. Que se passe-t-il avec ces attaques massives de la Russie contre l'infrastructure énergétique ukrainienne ? Pourquoi ont-elles mis autant de temps à arriver et pourquoi sont-elles menées dans les conditions actuelles ? Reste jusqu'à la fin, car chaque petit point ici est super important. On commence avec eux tout de suite. Tout d'abord, nous soulignons, bien sûr, une fois de plus, nous réitérons les bases. La Russie a été là, effectivement, défendant jusqu'au bout la population civile d'Ukraine qu'elle considère comme un peuple frère. Vladimir Poutine, à un moment, s'est adressé à l'Occident collectif présent comme s'il voulait faire monter les enchères. En termes de savoir s'ils lancèrent des missiles à plus longue portée directement contre le territoire russe, il a dit « Faites attention à ce détail. Si une guerre totale commence ici, nous n'aurons aucune foutue considération pour vous qui êtes les ennemis de l'OTAN. » C'est-à-dire rien à voir avec les égards que nous avons envers le peuple ukrainien, qui est un peuple frère, et cette guerre nous fait mal. Comme pour les autres, même plus qu'au régime de Kiev qui protège le moins possible, risquant pratiquement la vie de sa propre population, jour après jour. Mais il faut aussi être très sérieux et très rigoureux. Et en répondant à la question « Pourquoi la Russie ?», parce que c'est l'une des plus importantes, on a réclamé que la Russie coupe l'électricité à l'Ukraine, qu'elle la déconnecte du réseau électrique, qu'elle lui impose un véritable hiver sombre, c'est ce que nous appelons ici, surtout en russe, c'est-à-dire une coupure totale, car cela fait des années qu'on le réclame. Allez, il faut déconnecter l'Ukraine et il faut le faire tout de suite. La Russie a attendu 4 ans tout d'abord, et ici, bon, je vais déjà le faire. Ce n'est même pas une critique objective, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement s'ils voulaient vraiment réussir l'avenir de l'opération militaire spéciale. Et ici, je vais très bien expliquer la stratégie de la Fédération de Russie. Une guerre d'usure, en particulier la stratégie de Vladimir Poutine, d'avancer très lentement, de voir jusqu'où vont les lignes rouges, voire de les déplacer à un moment donné. Eh bien, effectivement, ce n'est pas un hasard. Si la Fédération de Russie avait commis la même idiotie que l'Alliance Atlantique Nord, surtout l'Union européenne, eh bien, avec l'administration Biden à la tête, il faut le dire, ils se sont vraiment précipités et ont dit bon, que les cloches sonnent, nous allons y aller. Maintenant, avec les sanctions maximales contre la Fédération de Russie, nous allons la couler du jour au lendemain, nous allons lancer la bombe nucléaire, nous allons la déconnecter du système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, en définitive, des soldats par-ci et par-là, des soldats partout, des fonctionnaires de l'OTAN qui vont et viennent. Le Parlement européen a imposé un paquet de sanctions après un autre paquet de sanctions. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est exactement le contraire de ce qu'ils ont pris, la chose la plus importante qu'ils pouvaient faire à la Russie. Ils avaient tous les atouts dans leurs manches et ils les ont jetés à la figure un par un. Et puis, à un moment donné,
quand il s'est avéré que Vladimir Poutine n'avait même pas l'air malade, alors qu'on disait partout à la télévision occidentale qu'il souffrait d'une maladie terminale absolument terrible, chaque chaîne en annonçant une pire que la précédente. Il n'a pas non plus montré qu'il était un parfait imbécile. Quelle catégorie? L'OTAN croit-elle que tous lui ressemblent, comme le voleur pense que tous volent, mais il se trouve qu'ils se sont heurtés de plein fouet à la réalité et aux atouts cachés. Alors Ursula, qu'est-ce qu'on sort d'autre? Lance lui-même une culotte. Tais-toi. Ici, il faut s'en sortir comme on peut, tenir encore quelques petites minutes. Et oui, effectivement, les sanctions n'ont finalement pas fonctionné. Elles se retournent même contre ceux qui les ont imposées à un moment donné, surtout à long terme. La Fédération de Russie a alors intensifié sa campagne, préparant sa production et son armée. Tout cela, mais bien sûr, les attaques contre l'énergie, je ne les ai pas oubliées. Il fallait simplement en arriver à ce point précis après avoir dit tout ce qui précède, elles arrivent maintenant. Parce que si la Russie avait fait la même chose que l'Union européenne, elle aurait très probablement été coulée au niveau international. Même un allié aussi historique de la Russie, surtout ces derniers temps, comme la Chine. Et attention, on parle beaucoup de traîtres russes, mais je vois très peu de gens commenter cela à propos des terribles traîtres chinois. Mais la Chine est-elle vraiment un pays qui peut donner des leçons sur la façon d'agir selon ses propres intérêts? Ici, on achète du pétrole russe à bas prix, tout en vendant parfois des pièces pour assembler des drones à l'Ukraine. Et ce n'est qu'après quelques mois, une fois l'opération militaire spéciale lancée, que la Chine a commencé à mettre en marche la véritable machine. Un soutien effectivement discret, mais un soutien malgré tout à la Fédération de Russie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que sur le plan international, avec l'Occident, après tout, le monde est organisé et partagé, n'est-ce pas, l'influence à l'intérieur de celui-ci. À son image, avec la majeure partie de la communauté internationale bien contrôlée. Si la Russie commence à bombarder l'Ukraine, comme l'OTAN l'a fait en Yougoslavie, oui, effectivement, dans un terrible acte d'hypocrisie absolue. Mais depuis l'OTAN, ils essaieraient, ou du moins tenteraient, de convaincre le monde entier que Vladimir Poutine, dans sa terrible et immense folie militaire. Quel sacré enfoiré! Le dictateur de la Fédération de Russie attaque effectivement la population civile d'Ukraine. Et il veut les laisser sans électricité, sans eau, sans lumière, sans absolument rien, sans vivre. En revanche, la Fédération de Russie a fait en réalité tout le contraire. C'est-à-dire, la Russie a procédé petit à petit et a clairement montré au reste de la communauté internationale que ce qu'elle cherche à obtenir est absolument l'opposé. C'est-à-dire, nous prenons soin de la population ukrainienne, nous allons avancer petit à petit, nous allons commencer l'opération militaire spéciale et nous allons la préparer, de telle sorte que tout le monde, à un moment donné, puisse comprendre qui sont les méchants et qui sont ceux qui sont vraiment du côté de la vérité. Oui, cela a pris 4 ans, mais la Chine soutient déjà de façon directe et ouverte. En 4 ans, un traité militaire stratégique renforcé a été signé avec la Corée du Nord. En 4 ans, il s'est passé énormément de choses et nous voyons comment, en 4 ans, l'OTAN s'est complètement épuisée. Il y a une fracture ouverte entre les États-Unis et les partenaires européens, c'est-à-dire que l'Alliance Atlantique Nord est pratiquement partie en vrille. Et maintenant, plus personne ne se soucie de ce que fait la Fédération de Russie en Ukraine, que ce soit attaquer les infrastructures énergétiques ou faire ce qu'elle veut. Donc voilà. Effectivement, il a fallu attendre très longtemps pour cela, mais on est arrivé au moment précis où il fallait attaquer. Et le temps, Vladimir Poutine a une fois de plus eu raison avec le temps. Mais cela ne signifie pas du tout qu'il ne fallait pas aussi préparer la communauté internationale et s'assurer d'une certaine image au niveau international. Oui, c'est agaçant d'attendre si longtemps, mais parfois c'est ainsi, surtout en géopolitique. Il y a aussi une question absolument stratégique où les attaques qui sont menées contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et qui sont accompagnées de conséquences collatérales. Parmi la population civile, ils doivent descendre dans le métro,
Vivre sans électricité, rester sans chauffage, eh bien regardez, c'est un peu comme à double tranchant au début, parce que priver d'électricité une ville aussi importante, surtout comme par exemple la ville de Kiev. Cela interrompt tout le processus productif, c'est évident, c'est la conséquence logique, mais en plus, le processus productif est interrompu à une échelle encore plus grande sur le long terme. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la population civile qui auparavant allait à l'usine pour, par exemple, fabriquer des drones, eh bien, si elle travaillait là-bas, que ce soit pour fabriquer des drones ou accomplir toute autre tâche secondaire, nécessaire pour ce qui serait l'entretien normal des infrastructures, pour le fonctionnement des infrastructures dans toute la ville. Parce que, évidemment, maintenant tout est très interconnecté au moment où ces travailleurs ne reviennent pas de l'usine. Dans une maison chaude où effectivement ils peuvent profiter de la tranquillité de leur foyer auprès de leurs proches les plus chers. Bien sûr, ils ne peuvent pas se rétablir. À long terme, cela finit par affecter le processus productif de manière encore plus importante, c'est-à-dire que les travailleurs se reposent de moins en moins, les travailleurs sont de plus en plus préoccupés, les problèmes surviennent dans la chaîne de production, donc ils augmentent de façon spectaculaire, c'est-à-dire qu'ils se multiplient pratiquement par moment. Et à cela, il faut ajouter le fait nécessaire que les travailleurs commencent également à souffrir de dépression. Ils souffrent de ces arrêts maladie qui sont également liés à la situation générale dans toute la ville. Et à cela, il faut ajouter, c'est-à-dire à cette usure sous forme de ces attaques massives contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine menées par la Fédération de Russie, en ce moment même, qui, évidemment, vise en premier lieu le complexe militaro-industriel ukrainien, c'est-à-dire que cela va toucher l'Ukraine en plein cœur et l'affecter avant tout sur le champ de bataille. Il y a aussi un second point à ce sujet. Je trouve cela très intéressant et il semble qu'on mise sur un mouvement de citoyens à l'intérieur du territoire ukrainien. Au minimum, on essaie au moins d'isoler au maximum la partie centrale ainsi que la partie orientale de l'Ukraine. Et pas seulement l'isoler, mais d'une certaine manière lui retirer tout le composant humain. Et la Russie ne le fait pas, comme le ferait par exemple l'Alliance Atlantique Nord, faire exploser la Yougoslavie. Les bombardements, qui ont été l'une des opérations phares de cette alliance, ne font pas partie des méthodes de la Fédération de Russie en Ukraine. Rien de semblable n'est en train de se produire. Ce que nous voyons, ce sont des attaques très précises, très ciblées, mais bien sûr, avec cet effet d'accumulation des dégâts, il devient de plus en plus difficile pour l'Ukraine de réparer ce qui a été endommagé auparavant. Attentats, donc il faut de moins en moins d'attaques, mais surtout, essayer de faire tout ce qui est possible pour que la population de la zone orientale et de la zone centrale de l'Ukraine parte ailleurs. En ce sens, cela pourrait être très lié au fait que dans ces territoires, on trouve parmi des constructions à caractère absolument civil des usines de production industrielle. Et ici, nous pourrions même parler d'usines souterraines. C'est-à-dire que la Fédération de Russie, en fin de compte, attaque là où l'Ukraine souffre le plus en ce moment, là où cela fait le plus de dégâts à l'Ukraine d'une part, là où l'Ukraine le remarquera le plus et là où cela lui fait le plus mal. Surtout, je le répète, en termes stratégiques, et ici nous avons une sorte d'analyse qu'il me semble très important et intéressant de partager. L'une des versions les plus intéressantes concernant les raisons de l'isolement progressif des villes ukrainiennes est l'histoire de la prétendue coercition massive à la réinstallation depuis le centre et l'est de l'Ukraine. Mais pourquoi exactement ? Cela vaut-il la peine de considérer cela comme une théorie viable ? Voyons voir. Tout d'abord, la coupure d'électricité est un bon outil de pression, mais il est extrêmement difficile à contrôler du point de vue des processus sociaux, pour l'ennemi. C'est-à-dire que cela n'apporte pas seulement le chaos en un point précis, mais aussi le chaos lié à la réinstallation elle-même en plusieurs endroits, en même temps. Les gens ne vont pas là où c'est prévu dans le plan d'évacuation, mais ils vont là où ils peuvent.
Certaines partent à l'étranger, d'autres vont dans de petites villes et des villages plus proches des sources de production d'électricité. D'autres s'adaptent simplement aux nouvelles conditions. Il n'est pas possible de gérer les flux de millions de personnes à travers un effondrement des infrastructures, sans contrôle administratif ni force, ce que le régime de Kiev n'a pas en ce moment, car cela nécessiterait des ressources dont il ne dispose pas non plus. Deuxièmement, l'ouest de l'Ukraine n'est physiquement pas capable de devenir un dépôt pour toute la population restante. C'est-à-dire que le problème de ces flux humanitaires auxquels l'Ukraine est confrontée aura des conséquences. Et beaucoup, ni en termes de logement, ni non plus en termes d'emploi, peut-être en termes d'énergie, mais encore une fois, l'ouest de l'Ukraine n'est pas illimité. De plus, les attaques contre l'énergie ont des objectifs plus pratiques. Cela sape l'industrie ainsi que le complexe militaro-industriel et le complexe aide immobilière Raios Virlal, aide immobilière là. Qu'est-ce que nous et Anden Pruba? Partagez gratuitement ceci, un débit avec lequel et une empreinte, un œil, des sacrifices pour chaque nuit avec le zodiaque. Déplacez-vous progressivement vers l'ouest, ce n'est pas l'objectif mais un effet secondaire. L'Ukraine se réduit non pas démographiquement, mais économiquement et au niveau des infrastructures et laisse ainsi que le centre perde en stabilité. L'activité se concentre là où il y a encore de la lumière et de la chaleur, et moins il y a d'électricité et plus elle est localisée, plus cet effet se manifestera. Si l'objectif était vraiment l'évacuation délibérée de tout le pays par la Fédération de Russie, les attaques, bien sûr, seraient menées d'une manière complètement différente, de façon totale, continue, définitive, avec des ultimatums politiques immédiats. Mais ce n'est pas ce que l'on observe actuellement sur le terrain, et il est très probable que la Russie n'agisse jamais de cette manière. Mais l'essentiel, c'est de voir comment, à partir d'une simple série d'attaques massives, celles-ci ont effectivement fini par se produire bien plus tard. Il en découle de nombreuses conséquences que le régime de Kiev doit désormais gérer. Si cela avait été fait dès le début de l'opération militaire spéciale, il disposerait de toutes les ressources, de l'énergie, du soutien et de l'aide, y compris de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Cependant, cela arrive maintenant, alors que l'Ukraine n'a plus rien de tout cela, que l'OTAN ne peut plus rien apporter et que les États-Unis sont presque sortis de l'équation. Alors la question que je vous pose, une fois cette question analysée, est-ce que Vladimir Poutine avait raison ou non en décidant d'organiser ces attaques massives de la Fédération de Russie contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine de cette manière si particulière?